Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. Je suis Marc Robert, fondateur d'Optimus Academy, accompagnement de la performance commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Tu peux aussi rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Aujourd'hui, pour le 23e épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Alexandra David-Ardit, la 3e co-autrice du livre Performer en vente. Bonjour Alexandra. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs ? Bien sûr, avec plaisir. Donc moi, je suis Alexandra David-Ardit. Je suis formatrice et gérante d'un organisme de formation qui s'appelle Adaris Conseil. Je suis ce que certains vont appeler une indépendante. Donc je travaille seule et mon métier, c'est de former, d'accompagner, de vous accompagner sur vos montées en compétences, que ce soit sur la partie commerciale, managériale, mais également tout ce qui va tourner autour de la communication et des soft skills. Donc ça, c'est mon activité depuis 2017 en tant qu'indépendante, mais j'ai pas fait que ça, puisque moi, je me rapproche doucement de la cinquantaine, donc je me suis occupée avant. J'ai démarré ma carrière dans le secteur bancaire, où j'étais directrice d'une agence, pour pas les citer, BNP Paribas, après avoir fait une école de commerce, donc un master commerce. Et puis le secteur bancaire était intéressant, mais pas assez pour que j'y fasse ma carrière. En tout cas, j'ai pas trouvé tout ce que je venais chercher. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 17 ans pour le secteur des ressources humaines, pour un groupe qui aujourd'hui est leader dans les prestations en ressources humaines, donc leader mondial, qui est le groupe Randstad, et où là, j'étais manager, on peut appeler ça manager commercial. J'encadrais des équipes de commerciaux et recruteurs. D'accord. Donc ça c'est mon profil en quelques mots. Maintenant, comme tu l'as dit, oui en effet, j'ai eu la chance de partager. Alors je dis des fois partager un bébé avec deux messieurs. Donc certains vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette femme ? Pas du tout. En fait, j'ai écrit un livre sur la vente qui s'appelle Performer en vente aux éditions Vuibert avec deux garçons extraordinaires qui s'appellent Olivier Cussac et Olivier Guérin. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau d'un bébé qui est arrivé au mois de février 2021 et dont nous sommes tous les trois très fiers. D'accord. Que j'ai lu et que j'encourage tous les auditeurs qui nous écoutent, tous les commerciaux, à lire également une pépite, ce livre. Bravo à vous trois en tout cas. Merci. Concernant ton organisme de formation, Alexandra, tu fais de la formation pour des forces de vente ou pas forcément ? Oui, alors moi ma mission à travers Adaris Conseil, c'est de former des équipes sur tout ce qui va être vente, négociation, certains vont appeler ça relation client. Et là, les formations que j'anime sont à la fois pour des commerciaux, déjà commerciaux dans l'âme, donc pour aller plus loin, mais également pour des personnes qui n'ont jamais fait de commercial et même parfois qui en ont peur. Je suis souvent confrontée à ça sur des structures où c'est des nouveaux entrants ou alors des personnes qui ont besoin de ça de manière complémentaire. Là, vous voyez, il y a dans la journée, j'ai animé une formation pour des personnes qui se forment au métier de la plomberie. Donc, on peut se dire, mais pourquoi la relation client ? Parce que des clients dans les entreprises, il y en a partout, c'est eux qui payent les factures. Et donc, ce sont des personnes qui faisaient pas de commercial et qui, à la fin de la formation, moi, ma plus grande récompense, c'est quand on me dit, j'étais inquiet au début, commercial, je me sentais pas capable d'aller chercher les besoins d'un client, et puis au contraire, le mot commercial, je voulais pas en entendre parler. Et puis maintenant que l'accompagnement est fini, je me rends compte que tout est faisable avec de la méthodologie et de la confiance en soi.
Et ça, pour moi, c'est la plus belle récompense. Donc oui, je les accompagne avec tout type de profil sur la partie commerciale. Et après, ça va être des formations qui vont être sur des domaines différents, comme je le disais, management et communication. Mais le gros de mon activité, en effet, c'est la partie commerciale avec une casquette également de professeur de négociation en école de commerce. D'accord. Ça m'intéresse la façon dont tu recrutes. Tu as expliqué que tu as formé des plombiers à la relation client. Comment tu recrutes ce type de prospect ? Alors, là, en fait, quand je forme des plombiers à la relation client, je travaille en sous-traitance pour un organisme de formation qui, lui, les forme sur des formations qui durent environ 1 an, cette fois-ci à la partie technique de leur métier. Et moi, j'interviens sur un module au milieu de cette partie technique. Donc, c'est pour ça, les personnes qui me voient arriver, des fois, me voient arriver, je vais pas dire d'un sale œil, mais en disant, mais qu'est-ce que je fais là? Ben, justement, moi, j'arrive en leur disant, mais d'après vous, qu'est-ce que vous faites là? Donc, j'ai des réponses diverses et variées. Et puis, ensuite, oui, ils comprennent pourquoi ils sont là. Donc, le recrutement, finalement, c'est pas moi qui le fais, même si je pourrais le faire, de ces plombiers, puisque comme je te l'ai dit, moi, pendant 17 ans, ça a été ça, mon métier, le recrutement. D'accord. Ok. Justement, Alexandra, comment en es-tu arrivée au métier de commercial, en fait, puisque tu viens de la banque, comme tu l'as expliqué au départ, avant d'être manager d'une société de travail intérimaire. Comment ça s'est passé, cette transition ? Alors, cette transition, comment ça s'est passé ? Déjà, le secteur bancaire est un secteur finalement très commercial. On va chercher des clients. Alors, à l'époque, moi, je travaillais dans le secteur bancaire, c'était il y a quand même un certain temps, puisque j'ai travaillé dans le secteur bancaire dans les années 97, 98, jusqu'à l'an 2000. À ce moment-là, c'est vrai que le fait d'aller vers le client était moins vrai qu'aujourd'hui. Mais quand même, il y avait déjà cette logique de développer, bien entendu, les portefeuilles, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Et puis, dans tous les cas, quand le particulier était là, eh bien, nous, notre objectif, c'était, au-delà de l'accompagnement qu'on pouvait en faire, de lui proposer des produits au-delà de ce qu'il venait chercher. Bon, la vraie dynamique commerciale. Et cette expérience-là, eh bien, je dois bien dire que régulièrement, j'y repense, parce qu'après, j'ai basculé pendant 17 ans sur du commercial auprès d'entreprises et de professionnels, et c'est pas la même chose. Dans le secteur bancaire, j'avais 70% de mon activité qui était tournée vers du particulier. Et le particulier, c'est pas tout à fait la même approche. Et moi, je dois même dire que c'est pour moi la clientèle la plus compliquée. C'est bien plus compliqué d'aller accompagner un particulier que d'accompagner un professionnel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le B2C, la différence entre le B2C et le B2B, oui. Pour travailler plutôt dans le B2B, je reviendrai pas en arrière, je te dis. Je comprends, mais après c'est quelque chose qui s'entend. Pourquoi ? Parce que finalement, un particulier, quand il vient nous voir, alors là on parle du secteur bancaire, mais on peut parler de tout type de secteur où le client c'est un particulier. Quand un particulier fait un achat, je parle pas d'un investissement immobilier ou autre, mais quand un particulier fait un achat, pour lui c'est une dépense. La plupart du temps, ce n'est pas un investissement. Quand le particulier va acheter une télévision, clairement, c'est une dépense, sauf si le week-end, il décide de faire payer l'entrée de sa maison pour venir voir la finale de Roland-Garros. Là, ça devient un investissement. Mais sinon, c'est de la dépense, donc c'est bien entendu plus dur. Alors que le professionnel et l'entreprise, quand on lui vend quelque chose, quand moi je lui vends des formations aux professionnels, son objectif derrière, c'est que ses collaborateurs soient plus efficaces, donc clairement que l'entreprise gagne plus d'argent. C'est un investissement, c'est pas pareil. Excellente distinction, ce qui permet de bien comprendre que la vente en B2C de base reste quand même beaucoup plus compliquée, complexe que la vente B2B. Tout à fait. D'accord. Allez, on va démarrer directement dans le vif du sujet, Alexandra. Tu sais que ce podcast parle du mental dans la vente. C'est quelque chose que tu connais bien, justement, de par ce que tu m'as expliqué et ton intervention dans le bouquin, notamment au niveau de la posture du commercial. Oui. Première question, quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur ? Un bon vendeur, il doit être résistant et endurant. C'est ça pour moi. Un bon vendeur, en fait, c'est un sportif de haut niveau.
En fait, c'est vrai que dans le livre que j'ai écrit, donc avec mes deux Olivier, moi j'ai vraiment fait le parallèle entre la partie commerciale et la partie sportive, parce que le sport et le commerce se rejoignent. Pourquoi ? Parce que un commercial, il a, comme un sportif, besoin de s'entraîner. Alors, on va pouvoir me dire, ouais, mais pourquoi ? Mais parce que le commercial, c'est quelque chose qui s'apprend et sur lequel on monte en compétence au fur et à mesure. Quand j'entends des gens me dire, être un bon commercial, c'est quoi ? C'est avoir la tchatch. Je dis, mais faut arrêter. Un bon commercial, justement, au niveau de son état d'esprit, c'est quelqu'un qui doit avant tout être tourné vers les autres et qui doit être à l'écoute, qui doit savoir se taire. Donc le commercial, déjà, il a besoin de cette qualité-là. Et puis après, le commercial, c'est quelqu'un qui va se prendre des portes, alors pas forcément physiquement, mais des portes toute la journée. Parce que si on réussissait 100% de nos signatures de contrat, ça se saurait. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est que moi, je serai au chômage. Je n'aurai plus besoin d'aider les gens à monter en compétences. Donc c'est ça. C'est un mental d'acier, pas avoir peur de se relever en permanence. C'est de se dire, je sais pas, sur de la prospection téléphonique par exemple, ce qui me rend triste parfois, c'est de voir les gens qui, alors ils prennent leur carnet ou leur logiciel, ils regardent pendant 20 ans le fichier, le truc, avant de passer un coup de fil. Ils passent un coup de fil une fois qu'ils ont raccroché. Allez, ils retournent pendant une demi-heure sur leur truc, sélectionner à quelle personne ils vont bien pouvoir contacter. Et je leur dis, mais il faut arrêter. Préparez votre fichier et puis après vous décrochez, mais allez hop, comme un sportif qui court, il court et puis au début c'est dur, c'est sûr, le premier kilomètre c'est dur et puis après c'est beaucoup moins dur parce que ça y est, on s'habitue. En commercial c'est pareil. Il faut être résistant, il faut avoir l'esprit d'équipe quand on a des collègues autour de soi. Il faut savoir se relever après un échec. Voilà, pour moi c'est tout ça l'esprit commercial. Et quand je parle avec alors moi, j'ai eu la chance d'échanger avec un sportif de haut niveau et qui aujourd'hui est je peux le citer, de toute façon, il est dans mon bouquin, qui est le directeur général du Castre Olympique, donc Mathias Roland. Franchement, je vois énormément de similitudes. Et quand Mathias, je lui ai demandé de témoigner dans mon livre, c'est ça en fait qu'il a mis en avant. Il a mis en avant le parallèle entre l'esprit sportif justement et l'esprit commercial. Et j'ai trouvé qu'il résumait donc de manière excellente la chose. Je peux être que d'accord avec toi, puisque moi, figure-toi, je suis un ancien sportif de haut niveau. Voilà. J'ai fait du basket à haut niveau et je fais de la vente depuis plus de 25 ans maintenant et j'adore. J'ai l'impression que je continue à faire du sport quand je fais de la vente, quoi, figure-toi. Donc justement. C'est exactement ça. On repousse ses limites. On se dit là j'ai pas réussi, mais la prochaine fois ça ira mieux. Et c'est vrai que la prochaine fois ça ira mieux parce que plus on pratique, plus les choses deviennent des automatismes et plus c'est simple finalement. Et ça nécessite énormément de rigueur. C'est comme dans le sport. C'est ce que j'ai aimé. C'est ce qu'a mis en avant Mathias. Alors je me rappelle par cœur de la page. Donc ceux qui vont acheter le bouquin, si vous voulez lire ce qu'a écrit Mathias Roland, c'est page 33. Et Mathias en fait, il dit c'est ça, c'est de la rigueur. Et moi, je fais partie des gens qui s'opposent au fait de dire quand on va en commercial, on n'a pas besoin de se préparer, c'est bon, on le fait à l'impro, etc. Mais pas du tout. C'est l'inverse. La préparation, c'est une bonne partie de la réussite du rendez-vous, comme un sportif. C'est sûr. On verrait jamais un sportif arriver non préparé sur une épreuve, même s'il a du talent, même si physiquement il est plus costaud, s'il s'entraîne pas, si il est pas confronté aux échecs, il performera jamais. Tout à fait. L'échec est quelque chose d'important dans nos vies de commerciaux et dans nos vies en général. Moi, je peux faire une rapide parenthèse sur le recrutement. Je posais régulièrement comme question aux personnes que je recrutais, quel que soit le profil, à quel type de situation complexe, voire à quel type d'échec vous avez fait face et comment est-ce que vous en êtes relevé. Les gens, ils ont peur de parler de leurs échecs, mais je leur disais, n'ayez pas peur. Ce qui va m'intéresser, c'est pas forcément votre échec, c'est la manière dont vous avez rebondi. Et quand je fais les jurys d'entrée en école de commerce, que je vois les petits loulous là, qui ont 18 ans qui arrivent, quand je leur demande parlez-moi de vos échecs, les pauvres, mais ils sont en panique quand je leur dis ça. Et je les rassure, je leur dis mais ce n'est pas un piège. Vous êtes en situation de jury, vous êtes angoissé, je comprends, mais ça c'est pas un piège parce que moi, je vais être très attentive à comment vous êtes reconstruit. Quelqu'un qui me dit qu'il a jamais fait face à l'adversité, pour moi, c'est un menteur.
On est d'accord. Si tu devais résumer la vente en un verbe, Alexandra, quel serait-il? Plaisir. Tu t'attendais pas à ça, hein? Non, je ne m'attendais pas à ça. Eh oui, pourquoi le plaisir? Je vais te dire pourquoi. Parce que pour moi, un commercial, il a besoin le matin de se lever avec la pêche, avec l'envie. Et le jour où, dans nos métiers de commerciaux, on n'éprouve plus de plaisir à échanger avec nos clients, où on n'éprouve plus de plaisir et d'adrénaline en atteignant et en dépassant nos objectifs, alors ce jour-là, il faut changer de métier. Voilà. Intéressant. Hein. Et Bon, après, il n'y a pas que le plaisir, hein. Mais après, le commercial, ce que l'on va attendre de lui et qui s'apprend, hein. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est tout bête. On entend ça partout. Donc, je suis désolée, je fais de la redite, mais c'est l'écoute. Il faut savoir se taire. Et ça, c'est pas toujours quelque chose de facile parce que ça nous brûle le client de lui dire « Mais oui, bien sûr, j'ai quelque chose pour vous. Mais oui, je pense à une solution. » Non, on se tait, on attend, on creuse. C'est un jeu de patience, le commercial. Et ça va tout à fait dans ce que tu disais au démarrage. C'est pas le commercial, c'est pas un tchatcheur. Le bon commercial, c'est quelqu'un qui sait écouter. Oui, écouter avant tout et creuser. On pourrait quasiment faire un parallèle. Moi, je m'amuse souvent quand j'accompagne des gens sur leur montée en compétences commerciales. Je leur dis, vous allez m'entendre toute la formation vous dire, il faut creuser, il faut creuser. C'est comme si j'animais une formation dans le secteur du bâtiment. Il faut creuser, creuser, creuser tout le temps. Et ça, c'est difficile, je trouve, à faire passer parce que on a beau le dire. Ben, je trouve que sur les mises en pratique et sur les accompagnements que je peux faire, moi, de commerciaux, je ne le vois pas assez. Les petites phrases du type « c'est-à-dire »,« est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?»« Expliquez-moi »« Qu'est-ce que ça signifie pour vous, monsieur, que vous cherchez un appareil performant ?» Tout ça, on le voit pas assez et donc on reste sur une écoute qui est une écoute superficielle parce que le questionnement reste superficiel et après, on est court en termes d'argumentaire. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai. Il faut creuser. Vive les mineurs. Ouais, voilà, vive les mineurs parce qu'un mot dans ta bouche va pas vouloir dire la même chose dans le mien. Donc, si moi, un client me dit, Alexandra, ce que j'attends de vous, c'est avant tout de la réactivité. Moi, si je creuse pas, je vais dire, oui, bien sûr, mais soyez rassurés. Moi, je mets tout en œuvre pour ça. D'ailleurs, j'ai mis en place tel et tel outil qui vont me permettre de. Donc, l'avantage pour vous, ce sera ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire réactivité? Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais oui, moi, j'arrive d'un monde, l'intérim notamment, où c'était un monde d'hyper-réactivité. Quand mes clients me faisaient une demande de profil, souvent c'est parce qu'ils avaient un collaborateur qui était absent, il fallait répondre dans l'heure ou dans les 2 heures. Aujourd'hui, quand un client me sollicite en me disant « Alexandra, est-ce que vous pouvez m'envoyer un programme de formation ?» Moi, j'ai gardé les mêmes réflexes. Et donc, quand je suis en formation, je leur envoie à la pause un message en leur disant « Je serai pas en capacité de vous répondre avant ce soir ou demain matin. » Et là, des fois, on me dit « Non, mais c'est bon, d'ici la semaine prochaine, c'est OK. » Donc, il faut les poser les questions. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire quoi, ce qu'ils attendent? C'est vrai. Ça évite en plus les mauvaises interprétations, ça évite de répondre à côté, ça évite plein de... Ça évite de passer pour je parle de caricature du commercial parce que malheureusement, tu le sais, les commerciaux, nous n'avons pas qu'une bonne image. C'est comme les plombiers, hein. Ils n'ont pas qu'une bonne image, je leur disais encore tout à l'heure. Mais on n'a pas qu'une bonne image, mais on n'a pas qu'une bonne image pour ceux qui, en effet, ne creusant pas assez, vont se retrouver avec un discours qui va être un discours qui va rester très général, très généraliste sur le produit ou sur la prestation. Ils vont être obligés d'en faire des tonnes en termes d'arguments, mais ça va être des arguments génériques, alors qu'il vaudrait mieux en faire moins, mais avec des arguments sur mesure et qui parlent au client, qui lui parlent de son histoire, de son besoin et des conséquences qu'a ce besoin sur son quotidien. C'est ça. Sinon, ils font de la déballe inutile. C'est ça. C'est ça. Ok. Les meilleurs commerciaux, Alexandra, selon moi, ont quelque chose à prouver. Que penses-tu de cette affirmation? Est-ce que les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver? Ils ont, tu sais, en termes de, quand on dit se prouver, on peut se dire que du coup c'est une ressource en termes de motivation. Alors, est-ce que les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver? Moi, j'irais plus loin. Je dirais,
je pense que les meilleurs commerciaux ont quelque chose à se prouver. Pourquoi ? Parce que dans les motivations, on va en trouver deux. Les motivations intrinsèques et les motivations extrinsèques. Les motivations les plus profondes, ça a été prouvé, c'est pas moi qui dis ça, par des études, ce sont les motivations intrinsèques, celles qui viennent de nous. Moi, si ma motivation, elle vient seulement de l'extérieur ou des coups de bâton que l'on me met, je fais allusion au management mauvais allez, on va dire qu'il n'existe plus. Mais ça, c'est pas ça qui va créer la motivation. La motivation, c'est moi, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de cette adrénaline, j'ai besoin de me prouver que je peux me dépasser, mais on en revient aux sportifs, tu sais, Marc, une fois de plus. Donc, c'est cette motivation intérieure. Donc, moi, j'ai pas envie de dire ils ont besoin de prouver, c'est plutôt ils ont besoin de se prouver en permanence qu'ils sont à la hauteur, qu'ils peuvent aider leurs clients. Ils ont besoin de se prouver que grâce à eux, le client aura la solution adaptée et qu'ils peuvent aller au-delà des objectifs et des limites qu'ils se fixent. Ok. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis sur la réelle motivation commerciale. En revanche, je pense qu'il existe encore des sociétés, comme tu le précisais, qui fonctionnent à la carotte et au bâton, et qui justement vont se donner bonne conscience en faisant un séminaire de remotivation de tout le monde pour essayer de travailler la motivation extrinsèque, sauf qu'à la fin de le séminaire, au bout d'une semaine, il reste plus rien, quoi. Exactement. Il vaut mieux, tu vois, ça, j'en parle sur les formations managériales que j'anime. Je dis, il vaut mieux des petits rituels managériaux, mais de rien. Alors, on va me trouver naïf peut-être, mais je vais dire, le matin, une fois de temps en temps, arriver et partager avec ses collègues ou son équipe. Alors, je vais parler en toulousaine, les chocolatines. Bon, allez, pain au chocolat, ça passe aussi, j'accepte. Une fois de temps en temps, je sais pas, moi, se dire tiens on va boire un verre après le boulot, tout ça c'est des petits riens. Il vaut mieux des petits riens régulièrement et faits de bon cœur que, comme tu le dis, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, un séminaire. La motivation, c'est au quotidien, c'est pour le commercial, mais c'est aussi pour les autres, puisqu'aujourd'hui on sait très bien qu'une des premières motivations des salariés en France, c'est le bien-être au travail et l'entente avec les collègues. Donc, j'entends bien sûr qu'on ne travaille pas peut-être que pour le plaisir, il y a aussi un intérêt économique derrière. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est plus ce qui arrive en première position, tu te rends compte ? Donc, il y a toute une réflexion à mener là-dessus. Tout à fait. Quelle est ta vision d'ailleurs à ce sujet, Alexandra, du métier commercial en 2022 ? Alors, on pourrait se dire que le métier de commercial en 2022, c'est plus du tout le même que le métier de commercial en 1960, même si j'ai la chance, je n'étais pas née en 1960. Est-ce qu'il est vraiment complètement différent ? Alors, certes, les outils sont différents, c'est vrai. Les moyens de communication le sont aussi. Le fait qu'un client puisse dire aujourd'hui beaucoup plus facilement s'il est satisfait ou même plutôt s'il est insatisfait, puisqu'on le sait, les gens communiquent beaucoup plus sur leur insatisfaction que sur leur satisfaction. Mais sinon, le métier de commercial quand même, Marc, entre nous, c'est quand même avant tout savoir écouter, aider, s'adapter et expliquer aux gens quels avantages ils vont trouver grâce à ce produit ou à cette prestation. Ça, l'essence même et le cœur de l'esprit commercial, pour moi, il date pas de 2022. Déjà, il y a très très longtemps, ça fonctionnait comme ça. Cet état d'esprit, lui, il faut toujours qu'il soit là. Maintenant, c'est sûr, les outils ont facilité un certain nombre de choses, mais ont également rendu plus complexe. Aujourd'hui, on le sait très bien, les clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels, ils ont accès à des millions d'informations en 3 clics. Donc toi, quand tu arrives en tant que commercial, tu te retrouves face à des gens qui ont déjà l'impression de tout connaître du produit dont tu vas parler, d'avoir fait 10 000 comparaisons et avant que tu ouvres la bouche, de te dire mais de toute façon, moi j'ai déjà vu ça, ça et ça. Donc ça peut rendre plus compliqué. Alors qu'avant, le commercial, c'est celui qui arrivait avec ses produits, ses plaquettes dans sa sacoche et qui montrait et qui démontrait tout à des personnes qui ne maîtrisaient des fois pas du tout les produits. Aujourd'hui, on a tous accès à la connaissance et donc on peut tous avoir déjà un minimum de connaissances sur le produit. Ce qui va être dangereux, justement, c'est que les gens que l'on a en face de soi peuvent par contre se faire de mauvaises idées
par rapport à ce qu'ils ont vu. Et nous, ça nécessite, peut-être d'avoir des argumentaires encore plus factuels et avec un système de preuves encore plus efficace que ce que l'on faisait il y a peut-être des dizaines d'années. C'est ça. Et en plus, ça s'est aussi complexifié, tu le disais, au niveau des outils et notamment le lien qui est de plus en plus ténu entre le marketing et le commerce. Tout à fait. Il va falloir savoir analyser des campagnes emailing, gérer de la outbound, gérer de l'inbound comme il faut. Exactement. Voilà, ça devient un peu plus... Exactement. Alors ça, c'est vrai que tout ce qui est marketing, bien sûr que c'est important et ça fait très longtemps que c'est important, mais aujourd'hui ça prend des proportions qui sont complètement incroyables. Enfin, maintenant on est pisté en tant que client. Enfin, amuse-toi à aller dans un centre commercial et à passer pas très loin d'un magasin de bricolage. Tu peux être sûr que dans les 2 heures tu vas recevoir de la pub sur des produits bricolage. Bon, ça avant, tout ça n'existait pas. Donc oui, c'est vrai que ça a rendu le métier différent. Oui, ça l'a fait évoluer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà l'état d'esprit du commercial, et ça, heureusement, ça demeure. À ce sujet, Alexandra, quels sont les fondamentaux, selon toi, du métier commercial ? Pour moi, les fondamentaux du métier commercial. Alors là, tu parles plus forcément de fondamentaux en termes d'état d'esprit, si je comprends bien. En règle générale. En règle générale. Pour moi, les fondamentaux, alors bien entendu, on va parler du fait de se préparer, mais ça, on se l'est déjà dit. Il faut jamais oublier ce petit moment, tu sais, le début, le premier regard. Alors attention, je parle pas du premier regard dans une relation amoureuse, mais écoute, je pourrais quasiment faire des parallèles parce que au premier regard, il se passe quelque chose. Et ça fait partie d'un moment qu'il faut pas louper. Le premier instant avec le client, avec le prospect, encore plus avec le prospect puisqu'on se connaît pas. Et ce petit moment, c'est comme tout, il faut s'y préparer. Alors attention, moi je ne suis pas une personne adepte des scripts. Jamais avec les personnes que j'accompagne, je ne parle de script et je dis voilà, il faut dire ça, prenez-le par cœur, bien entendu. Mais se dire que quand on se présente, déjà on se présente comme un être humain et non pas en se cachant derrière le nom de son entreprise, déjà ça crée une première relation, une relation qui va être une relation humaine. Moi, je suis pas bonjour Adaris Conseil. Non, bonjour, je suis Alexandra. Oui, d'Adaris Conseil, mais dans l'histoire, c'est Alexandra qui prend le pas sur Adaris Conseil. Dans la présentation, c'est ça, c'est rester un être humain, expliquer et rassurer le client parce que entre les deux, qui a plus la pression, j'ai pas peur de le dire, c'est pas forcément le commercial, c'est le client parce que lui, attention, il achète, il va sortir de l'argent. Vous, une fois que vous êtes parti, il peut vous rappeler, il peut râler, vous risquez de perdre un client, ok, s'il n'est pas satisfait, mais n'empêche, la dépense, c'est lui qui l'a fait. Donc, il a besoin d'être rassuré, ce client. Il faut que vous lui serviez de guide. Et pour ça, dès les premiers instants, rassurer un client, en 1 minute, on le fait. Qui on est, qui il est, pourquoi on se voit, comment ça va se passer, comment on va pouvoir l'aider, est-ce qu'il est d'accord? On se présente en 2 mots, on dit son entreprise en 2-3 mots ce que l'on fait, mais on va pas plus loin. Après, parole au client. Mais déjà, tisser ce premier lien, le petit fil au début. Il y a les expressions qui disent la première impression est la bonne. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, ça fait pas tout, mais on n'a pas 2 occasions de faire bonne impression. Enfin, ce petit moment, c'est le moment où il faut pas se prendre les pieds dans le tapis. Parce que si on se prend les pieds dans le tapis, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver, nous, pourquoi pas déstabilisés. Et si on est déstabilisé, ça peut être pour nous la descente aux enfers. Il faut être un peu solide quand on est commercial. Donc notre état d'esprit, s'il commence déjà à se fissurer dès les premiers instants, ça peut être compliqué puisque pour moi il est important cet état d'esprit. Donc une chose fondamentale, tu vois, c'est ça. Déjà pour moi c'est les tout premiers instants. Après, le reste c'est de la technique. Une fois que la mise en relation est faite, les techniques de découverte qui sont essentielles, pour moi, à partir du moment où on a fait une bonne découverte, l'argumentaire, il est facile. Alors, il y a des gens qui vont se dire, elle raconte n'importe quoi. Moi, je reste sur ma position. À partir du moment où on a fait une bonne découverte, l'argumentaire est facile puisque on reprend en fait ce que le client nous a dit pour construire nos arguments. C'est un puzzle en fait. C'est ça.
Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais, et notamment au bris de glace, c'est vraiment la règle des 4 fois 20. Tout à fait. C'est ça, les 20 premières secondes, donc les 20 premiers mots, les 20 premiers gestes, et les 20 premiers centimètres aussi, qui sont importants. Exactement. Ouais, exactement. Et c'est vrai que ça se joue là, la posture, elle se joue là, la crédibilité, elle se joue là souvent. Tout à fait. Mais oui, imagine, on arrive, on regarde pas le client, je sais pas, on n'est pas souriant, on lui dit écoutez, voilà, alors on est là parce que vous avez besoin de changer votre paire de chaussures. Écoutez, alors paire de chaussures, venez, je vous amène dans le rayon. Donc il y en a une 50aine, vous voyez, celle-ci elle est comme ça, celle-ci elle est comme ça, celle-ci elle est comme ça. Le pauvre client, mon Dieu. À aucun moment on lui a demandé mais et vous avez envie de quoi? Pourquoi vous êtes là? Quel est le problème? Pourquoi vous boitez? Qu'est-ce qui fait que cette chaussure, elle vous fait mal au pied? Enfin, j'en sais rien. On lui pose des questions et puis on le rassure. Moi, je suis là pour vous aider. On va trouver une solution ensemble. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Et là, on va partir. Mais il faut bien qu'ils comprennent comment on va l'accompagner. Enfin, moi, mes clients, quand je vais les voir, je leur dis, voilà, on se voit pour ça aujourd'hui, on est bien d'accord, on en a discuté ensemble la semaine dernière, je revalide mon objectif. Je leur dis, écoutez, très bien. À partir du moment où sur ça, on est d'accord, écoutez, moi, en 2 mots, je vais me présenter, mais je vous rassure, ça va pas durer bien longtemps, sauf si vous avez des questions. Mais après, surtout, je vais vous laisser la parole. Parce que moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi je suis là, comment je peux vous aider, comment je vais vous accompagner au mieux. Et seulement après, je vais vous présenter une solution que l'on va travailler ensemble. Parce que sinon, moi, je leur dis, écoutez, on peut poser l'après-midi et rester ensemble. Moi, à Daris Conseil, je peux vous en parler pendant 3 jours. C'est pas le but. C'est ça. Ok. Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale? Mes valeurs dans mon activité commerciale. Les valeurs que je recherche, c'est la confiance mutuelle. Ça, pour moi, la confiance, c'est une valeur essentielle. Je mets tout en œuvre pour que mes clients puissent avoir confiance en moi, qu'ils puissent compter sur moi et qu'ils puissent compter sur moi à la fois par rapport à la qualité de ce que je leur apporte et par rapport au fait que je suis là pour eux et à tout moment, je m'accorde comme tout le monde des vacances, mais qu'à tout moment je suis à leur côté. Je tiens mes engagements en fait. Voilà. Je pense qu'une des valeurs c'est tenir ses engagements. On a le droit de pas savoir. Ça me pose pas de problème, moi, à une question d'un client de répondre je ne sais pas. Mais au moins derrière, je prends l'engagement de lui trouver les réponses et je prends l'engagement de lui fournir la réponse, je sais pas moi, sous 24 heures. Et si j'ai pas ma réponse, tant pis. Sous 24 heures, il a quand même de mes nouvelles et je le rassure. Je lui dis écoutez, à ce stade-là, je suis désolée, j'ai pas encore trouvé la réponse, mais je ne vous oublie pas, je poursuis mes recherches et je reviens vers vous. Donc c'est ça, pour moi, c'est une des valeurs essentielles. C'est ça, c'est la confiance, c'est l'éthique, c'est le respect, c'est tout ce qui tourne autour, tu sais, de ce que l'on dit beaucoup, le gagnant-gagnant. Moi, si je vais bien, mon client va bien. Si mon client va bien, je vais bien. D'accord. Ok. Justement, Alexandra, qu'est-ce que c'est pour toi une fois que vous t'es lancé dans la conversation, que t'as entamé l'entretien de vente? Qu'est-ce que c'est pour toi la définition d'une vente parfaite? Une vente parfaite. Alors, une vente parfaite, déjà, moi, si je vais faire ma commerciale. Allez, j'y vais. Marc, qu'est-ce que tu entends par vente? Tu vas jusqu'au bout, jusqu'à la signature, jusqu'à l'accord. Ah, très bien. C'est ça que je voulais savoir, en fait. Donc là, tu es en train de me demander, c'est quoi une vente parfaite jusqu'à la signature du contrat? C'est ça. Pour moi, tu vois, la vente, elle s'arrête pas là. Pour moi, le cycle de vente, il va de la préparation jusqu'à tout ce que je mets en œuvre derrière pour suivre et fidéliser mon client. Donc finalement, une vente réussie, une vente parfaite, c'est alors certes une vente où oui, il va y avoir signature du contrat, parce que même si je suis ravie d'avoir pu aider les gens et qu'à la fin on se rende compte que malheureusement mutuellement on va pas pouvoir bosser ensemble parce que je ne représente pas les prestations dont ils ont besoin, je suis déjà contente d'avoir pu les aider à s'orienter dans leur choix. Mais bon, quand même, je reste une commerciale, donc j'aime bien signer des contrats. Mais
la vente parfaite, c'est signature du contrat et satisfaction à long terme de mes clients. Ça pour moi c'est la vente. Ça pour moi c'est la vente parfaite. Ma meilleure récompense, moi c'est ça. C'est quand mes clients me disent franchement voilà, cette formation c'était top parce que je repars armé. C'est quand je les retrouve 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans après et qui me disent écoute, franchement, cette formation qu'on a fait ensemble, je m'en souviens encore. Et encore aujourd'hui, je mets en application des trucs que l'on avait vus à l'époque. Enfin, voilà, moi, c'est ça. Quand, même longtemps après, je rencontre des clients qui, même à long terme, sont satisfaits. Je suis d'accord. D'ailleurs, Olivier Guérin, sur ses cartes de visite, il écrit carrément la vente, c'est pas la fin de quelque chose, c'est l'ouverture d'une relation. Oui, exactement. Ça reprend des mots qu'a dit Churchill à une époque. D'accord. Ok. J'aimais beaucoup cette. Ouais, tout à fait. Cette façon de faire. Je le rejoins complètement, Olivier, sur ça, ouais. Et sur plein d'autres choses d'ailleurs. Ok. D'un point de vue commercial, on reste un petit peu dans le côté on a vendu. Oui. Quelle est ta définition du succès ? Le succès commercial de ma carrière. Je sais à quoi je pense. Bon, allez, je livre celui-ci. Parce que j'y pense extrêmement souvent. C'est en fait un client avec qui c'était mal parti. C'est ça. Un client avec qui c'était très très mal parti. Voilà, il y avait un gros enjeu pour moi derrière en termes de volume. Et puis voilà, on fait un rendez-vous, on fait 2 rendez-vous. Les rendez-vous se passent bien. Je reçois des engagements verbaux de la part de mon client. Et puis arrivera là très vite l'étape où on va passer du verbal à l'écrit. Et ce client, a utilisé ce que l'on avait construit ensemble pour aller voir les concurrents, se battre par rapport à ça et voir s'ils pouvaient pas trouver moins cher. Alors attention, moi je vous parle d'un monde qui est le monde du recrutement, ce qui veut dire que je lui avais trouvé la bonne personne. C'était il y a longtemps, c'était au début de ma carrière et à cette époque-là, c'était un peu moins méthodique qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que on prenait des engagements, là on avait des engagements verbaux et puis parfois la signature intervenait après. Et donc ce client s'est amusé à ça, il avait trouvé le bon collaborateur grâce à moi et puis il a décidé que ce bon collaborateur, il allait lui faire un contrat, donc un contrat d'intérim, mais via l'un de mes concurrents. Donc il prenait mon candidat et il allait faire un contrat avec une boîte concurrente. Bon, ça c'est très 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 mal passé. Je fais pas partie des gens qui se laissent faire. Donc on a commencé à échanger au téléphone. J'ai pris ma voiture et un quart d'heure après, j'étais dans son entreprise. Et là, en fait, on a mis plus que les choses au carré. Je lui ai expliqué. Je suis revenue. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Je suis revenue et je lui ai parlé d'éthique mutuelle, de respect mutuel, de ce que voulait dire ce qu'il était en train de faire. Et lui, c'était un jeune. Il était en démarrage de carrière aussi. Il n'avait pas complètement mesuré en fait l'impact derrière, que ce soit bien sûr en termes de chiffres, mais aussi en termes de confiance et autres. On s'est expliqué, on s'est un peu pris la tête. Je vais pas rentrer dans les détails. Pour être gentil. Voilà, pour être gentil. Mais ensuite, derrière, une fois qu'on a mis les trucs au carré, je me suis retrouvée avec un client qui s'excusait, qui me disait que, en effet, il était désolé, il n'avait pas pris conscience de tout, que oui, ça avait vraiment pas été cool de sa part, qui regrettait qu'on allait bosser ensemble. C'est devenu ensuite mon plus gros client. Parce que derrière, je pense que les mots sur lesquels moi j'ai insisté, c'était ça. Les mots éthique, les mots confiance. Et la confiance, même si au début, moi, il avait tout mis par terre. Bien après, la confiance s'est reconstruite. Et ensuite, c'est quelqu'un en qui j'avais toute confiance à tel point, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, ça, je vous parle de quelque chose, c'était dans les années 2000. Aujourd'hui encore, c'est quelqu'un avec qui je suis en contact et en qui j'ai toute confiance. Donc ça a été un succès. C'est de se dire, on est parti d'une terre brûlée et on en a refait quelque chose de magnifique avec quelqu'un qui derrière était mon plus bel ambassadeur en plus. D'accord.
Excellent. Très Voilà. belle anecdote. C'est sur l'humain, hein. Moi, tu vois, tu m'as demandé tout à l'heure les parties que j'avais écrites du bouquin. Moi, j'étais beaucoup sur le mental, sur l'éthique, sur la posture du commercial. Donc, j'aurais pu te dire que mon plus gros succès, c'était le jour où j'avais signé un contrat qui faisait X millions. Oui, bien sûr, j'étais contente. Mais bon, voilà. Moi, sur le côté un peu sentiment du commercial, c'est important aussi. Ok. Justement, ça fait écho à la prochaine question, qui est est-ce qu'il y a une petite victoire que tu peux t'accorder de temps en temps et qui rebooste ta confiance en toi? Ma confiance en moi, une petite victoire. Écoute, bon, allez, je vous raconte tout. Après tout, je suis pas là pour vous cacher, puis ça n'a rien de honteux ce que je vais vous raconter. Moi, ma confiance en moi, si vous voulez, en fait, je la travaille. Je la travaille en effet comme un sportif, et c'est pas une petite victoire, ce sont des petites victoires. Je pratique ce qu'on appelle du renforcement positif. C'est quoi le renforcement positif? Vous voyez, c'est une formatrice qui m'a marquée. J'espère que des fois, mes stagiaires, je les marque, parce qu'elle, en 2007, hein, et voilà, c'est pas hier, voilà, c'était sur une formation managériale, et elle nous avait parlé de renforcement positif. Et c'était de se dire, elle nous avait dit, rappelez-vous de votre journée d'hier et de quoi êtes-vous fier? De quoi êtes-vous fier? Mais moi, j'étais fière de rien sur ma journée de la veille. Elle dit, mais même des petits riens, je sais pas. Vous croisez quelqu'un dans le couloir, vous êtes hyper pressé, vous sentez qu'il a besoin d'échanger 2 mots, vous prenez 30 secondes pour l'écouter. Elle dit des petits riens. Bon, eh bien, on a travaillé avec elle sur cette formation. Elle nous a dit, moi, vous savez, tous les soirs, quand je me brosse les dents, je me cherche 3 bonnes raisons d'être satisfaite de ma journée. Eh bien, écoutez, vous pouvez me croire ou pas me croire. Il y a des soirs où j'oublie, mais c'est rare. Eh bien, depuis 2007, moi, tous les soirs, je me force à trouver des éléments positifs sur ma journée pour bien terminer ma journée et me lever le lendemain matin avec des étoiles dans les yeux. Ça, c'est mon entraînement quotidien. Et c'est pas une méthode qu'elle avait inventée, hein. Allez échanger avec des psychologues ou des psychiatres, vous verrez que le renforcement positif, quand ils font face à des gens qui, pour plein de raisons, ont pas ou plus la pêche, eh bien, ils en parlent avec des techniques toutes simples. C'est ça, je suis d'accord. C'est l'histoire des 3 kiffs par jour, tu sais, tu connais C'est ça. Qui a écrit ce livre, je me souviens plus. Moi non plus, mais c'est exactement ça. C'est tout à fait l'esprit, et je pense que les commerciaux, hein, on en prend quand même pas mal dans la tête, c'est important. Mais c'est comme le sportif, regardez. Moi, je prenais l'exemple du monde du rugby. Si vous êtes en train de me dire qu'ils s'en prennent pas plein la tête et qu'ils se relèvent pas, on ne doit pas regarder les mêmes matchs. Hein. C'est sûr. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans ton métier commercial pour progresser? J'écoute mes stagiaires. Oui, c'est incroyable, hein. Mais moi, je me nourris des bonnes pratiques des autres. J'ai une chance, c'est que j'exerce un métier où je forme les gens au commercial, et j'ai en face de moi des gens qui sont soit commerciaux, soit pas commerciaux, mais qui sont bourrés de bonnes idées. De bonnes idées parce qu'ils découvrent le métier, de bonnes idées parce qu'ils le pratiquent depuis 20 ans. Et moi, en fait, c'est ma ressource principale de monter en compétences. Ce sont les gens avec qui je travaille et qui m'apportent plein de choses. Des fois, je m'entends régulièrement dire « Ah, c'est bien ça, ce mot que vous utilisez, cette formule. S'il n'y a pas de copyright, écoutez, je vous le pique parce que je vais le formuler comme ça. » Vous voyez, plein de choses, plein de postures. Donc, c'est ça. Moi, je monte en compétence de cette manière-là. Je suis d'accord, je fais la même chose, et puis je peux te dire qu'au 23e épisode du podcast aussi, en ayant interviewé vraiment beaucoup de personnes, beaucoup d'experts en commercial, je pense avoir pas mal progressé de ce point de vue-là, justement. Ouais, mais oui, je te comprends. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière, Alexandra? D'être optimiste. C'est un ancien patron. C'était il y a longtemps, mais je me souviens encore de l'année où il m'a dit ça. C'était en 2007. Donc, il s'en est passé dans ma vie en 2007 des choses. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de renforcement positif, et j'ai un patron qui m'a dit, tu sais, ce qui est important, c'est d'être optimiste. J'étais peut-être pas, comment vous dire, je pense qu'en début de carrière, parfois, j'étais une personne qui était un peu râleuse. Et ce patron, le jour où il m'a dit ça, je sais pas, ça a déclenché quelque chose. Il m'a dit, tu sais,
il faut être optimiste. Il faut toujours croire dans les choses. Il y a des trucs, de toute façon, qu'on pourra jamais changer. Il faut aller de l'avant, il faut être optimiste. Et ça m'a porté. Et l'optimisme, c'est pareil, on en revient. C'est un peu comme le sport. Plus on est optimiste, plus on est dans le cercle vertueux, et plus ça roule et ça devient vraiment un état d'esprit. Le côté verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors chez moi, les verres, ils sont toujours pleins. Et c'est une ressource incroyable que j'ai pour toujours penser au meilleur avant de penser au pire. Ça sert à quoi de se faire des nœuds au cerveau avant de partir chez un client en imaginant tout ce qui peut faire que ça ne marchera pas? Alors, l'envisager, histoire de se mettre en sécurité, je veux bien, mais moi, j'aime bien me projeter à l'heure qui suit le rendez-vous, comme si, ça y est, c'était déjà fait, j'avais signé le contrat. Donc, c'est mon optimisme. Il y a des... j'ai lu un bouquin, je ne me rappelle plus du titre. C'est une couverture où c'est écrit en bleu ciel, la force de l'optimisme, je ne sais plus quoi. C'était génial, parce qu'on se rend compte que c'est à l'origine de plein de choses. À l'inverse, le stress, on le sait malheureusement, c'est à l'origine de la démotivation, de la perte de confiance et même malheureusement de graves maladies. C'est tout à fait ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et Martin Seligman, donc qui est c'est lui. Voilà, qui est le père fondateur de la psychologie positive, a même fait des études dans une compagnie d'assurance en démontrant que les optimistes, sur le long terme, avaient de bien meilleurs résultats que les gens qui étaient pas optimistes. Et finalement, ils ont changé totalement leur méthode de recrutement dans cette boîte et ils ont embauché que suite à des questionnaires pour déterminer qui était optimiste ou pas. Exactement, on a exactement les mêmes sources tous les deux et moi je trouve cette étude très intéressante parce que même avant de la lire j'y croyais à 200%. Tu sais, on en revient au recrutement du coup. Je suis désolée, là c'est toi qui m'y amène, je peux pas je peux pas l'éviter le sujet. J'ai passé moi des années à dire à mes clients, vous savez, dans un recrutement c'est 30% de technique, 70% d'état d'esprit et de comportemental. Parce que si tu mets quelqu'un de bon techniquement dans une équipe, mais qu'il a un état d'esprit qui vient te saccager le reste de l'équipe, ça ne sert strictement à rien. Un état d'esprit, ça se travaille, ça prend un peu plus de temps que de travailler quelque chose de technique. Moi, je suis sûre que si je suis pas très bonne sur tout ce qui va être web et autres. Toi, t'es excellent sur tout ça. Je suis sûre que si vraiment je m'attelle à être de bonne volonté, tu vas bien réussir à me former à certaines choses. L'état d'esprit, c'est un peu plus long. Donc, en recrutement, il faut qu'on s'y intéresse avant tout. Et l'état d'esprit optimiste, ça fait partie de la posture commerciale. C'est tout à fait ça. Et pour avoir écrit également un livre qui s'appelle 24 clés mentales pour devenir un vendeur légendaire, et c'est mon premier chapitre, c'est l'optimisme. Voilà. Ah, monsieur. C'est vraiment on ça. On était fait pour se rencontrer, nous deux. C'est ça. Et je cite justement quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est très actif sur LinkedIn, c'est Michel Poulard. Je sais pas si tu le connais. Tout à fait. Et voilà, il finit. Donc, c'est la dernière citation de mon chapitre sur l'optimisme. Et Michel Poulard, justement, dit: l'optimisme est la capacité de transformer ses pépins en pépites. Et j'aime beaucoup cette formule. Ah ouais, c'est excellent. Excellent. Okay. Ça résume tout. Ça résume, tu vois, ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, se reconstruire sur un échec, rebondir, la résilience, c'est tout. Voilà, c'est ce que tu as dit. Je pense que il faudrait en fait se l'écrire, que tous les commerciaux se l'écrivent au-dessus de leur écran d'ordinateur, parce que ouais, ça résume plein de choses. C'est comme, tu vois, moi j'ai une autre citation. Cette fois-ci, on n'est plus sur l'optimisme, on est plutôt sur la technique commerciale. Et Olivier Guérin, il a souhaité qu'on le mette en introduction de notre livre, et il avait sacrément raison. C'est une citation d'Abraham Lincoln qui dit, en gros, je résume, peut-être que je vais oublier un mot ou deux, mais quelqu'un qui a une bonne idée mais qui ne sait pas la vendre n'est pas plus avancé que quelqu'un qui n'a pas d'idée. C'est ça. Ah, je l'aime beaucoup. Donc, celle-ci aussi. Ouais, j'adore, parce que c'est bien ce qui montre l'importance des commerciaux dans une structure. À quoi ça servirait tous les deux, Marc, qu'on devienne associés parce qu'on a trouvé un super méga produit
si de toute façon, il y a personne pour aller en parler et le vendre à des clients? On garderait ça tous les deux dans notre garage, c'est la découverte du siècle. Mais si on sait pas le vendre, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Les commerciaux, ils font vivre la majorité des entreprises. Quelle est selon toi, Alexandra, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée? C'est pas moi qui le dis. C'est les gens avec qui je travaille. C'est la bienveillance. Tu vois, on peut se dire la bienveillance, c'est pas une qualité commerciale. Écoute, pourtant moi, quand ils me disent ça, je prends vraiment ça comme un compliment, parce que pour moi, la bienveillance, c'est un mélange entre de l'écoute et de l'empathie. Voilà. D'accord. On va parler maintenant gestion des émotions dans la vente. On sait que c'est pas facile de gérer ses émotions sous la pression, notamment. Oui. Est-ce que tu as des stratégies particulières à nous partager dans la gestion des émotions du commercial? Oui, alors il y en a une que j'ai déjà partagée avec vous. Moi, je le sais, ce qui m'aide beaucoup et ce qui me permet de gagner en assurance, c'est cette fameuse petite technique de renforcement positif. En termes de gestion de stress et de confiance en soi, moi je trouve ça important, parce que quand même, quand on parle de déjà on parle de stress. Est-ce qu'on parle vraiment de stress? Est-ce qu'on parle de trac? C'est deux choses différentes. Quand on arrive à un rendez-vous commercial, et qu'on a la pression, c'est plus du trac, parce qu'une fois qu'on est sorti du rendez-vous, ce sentiment de pression, il disparaît. Alors, il peut y avoir une autre pression qui prend la place parce qu'on a été mauvais et on n'a rien obtenu. On va aller dire ça à son manager et on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais c'est plus la même chose. En tout cas, ce n'est plus la même origine sur laquelle porte la pression. Donc, le trac, c'est ce que l'on va ressentir avant. Le stress, c'est quelque chose de bien plus dangereux parce que c'est quelque chose qui s'installe. C'est quelque chose même parfois dont on n'arrive plus à déterminer l'origine. Donc ça dépend. Là, alors deux éléments du coup. La gestion du trac, pour moi, ce qui va aider, c'est une bonne préparation et le fait de relativiser. Bien entendu que vos résultats commerciaux sont importants, bien entendu que votre carrière est importante, mais voilà, il y a d'autres choses dans la vie qui nous font continuer à vivre et qui nous font rendre heureux. Donc à un moment, il faut aussi quand même relativiser ce qui nous arrive. On va pas se jeter dans la Garonne parce que on n'a pas fait signer le dernier contrat. Ça, c'est plutôt sur la partie trac. Sur la partie stress, qui est ce qui s'installe, ce qui nous pourrit la vie et ce qui peut conduire des gens, à des choses vraiment pas drôles. Bien là, en effet, mes petites techniques, moi, m'aident beaucoup. Après, on est tous différents face à ça. Il y en a, ça va être plutôt de la respiration qui va aider la gestion du stress, mais aussi la gestion du trac, parce que moi, je fais aussi des formations de prise de parole en public, et donc je travaille, parce que qu'est-ce qui fait qu'on a peur sur la prise de parole en public? C'est le trac, c'est le jugement de l'autre. Donc, comment est-ce que tout ça, on peut le gérer? La respiration va aider, le fait de relativiser va aider. Il y en a qui vont faire de la sophrologie, il y en a qui vont faire du yoga, il y en a qui vont boire un coup. Je leur déconseille de boire un verre de whisky avant d'aller en rendez-vous, c'est pas une bonne méthode. Voilà, on a tous nos petits trucs. Moi, mes petits trucs, ça va être mon renforcement positif dont je vous ai parlé et le fait de relativiser. Alors, maintenant, c'est sûr, j'ai 49 ans, relativiser, c'est sans doute plus simple pour moi de prendre du recul à 49 ans que de prendre du recul quand j'avais 25 ans. Ça, c'est heureusement que les rides apportent également quelques avantages en termes de maturité et donc de gestion de nos émotions. Mais même aux plus jeunes, moi j'ai envie de dire, ouvrez les yeux. Ne restez pas dans un couloir enfermé où vous ne voyez apparaître que des chiffres, que des signatures de contrats et autres. Ouvrez-vous l'esprit à autre chose. Ayez confiance en vous. Et grâce à la confiance, vous verrez, les choses avanceront beaucoup plus facilement et se concrétiseront beaucoup plus facilement. D'accord. À ce sujet, est-ce que tu as un conseil que tu donnerais à ton ancien toi, jeune commercial, Alexandra ? Oui. Mon ancien moi jeune commercial était, je l'avoue tout de suite, pas assez à l'écoute et trop focus sur le produit ou la prestation. Donc le conseil que je me donnerais, c'est drôle de se parler à soi-même. Le conseil que je me donnerais, c'est écoute Alexandra, arrête de passer tes soirées
à travailler la notice technique ou la dernière loi sur tel placement au moment où j'étais dans le secteur bancaire. Arrête de passer ton temps seulement à la partie technique de la prestation ou du produit. Passe plutôt ton temps à trouver quels sont les bénéfices et les avantages liés à ce produit pour tes clients. Parce que je me suis vue des années après vendre certaines choses à des gens en n'allant absolument pas dans le détail du côté technique et en ne me focusant quasiment que sur ce que le produit allait leur apporter. Eh ben, figure-toi qu'il y a pas mal de gens, ils m'ont jamais amené sur la partie technique. Ils m'ont jamais dit, mais du coup, mais comment ça se fait? Pourquoi ça fonctionne comme ça, votre application, pour recruter les gens plus rapidement, etc. Ils en avaient rien à faire. Eux, ce qu'ils voulaient entendre, c'est ce produit, cette prestation, pourquoi est-ce que ça permettait d'être efficace? Qu'est-ce que ça allait leur apporter? Donc, arrêtons de nous focuser sur les caractéristiques et allons nous focuser sur les avantages. Quand j'étais plus jeune, je ne disais pas assez le mot avantage. Le moyen mémotechnique, c'est quand vous êtes face à un client, il faut vous entendre dire X fois, monsieur le client, ça, l'avantage pour vous, c'est ça. D'accord. Voilà. Justement, se parler dans sa tête comme ça, comme tu le dis, c'est ma prochaine question. Est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle? Une formulation positive qui une punchline, quelque chose? Ouais. Alors, est-ce que je le mets sous forme de mots? Je sais pas. Mais moi, mon adrénaline, en fait, et mon mot, c'est tenter, et puis à la fin, toujours tenter. Si tu veux, c'est ne jamais m'avouer vaincu. Jamais. Même quand c'est mort, même si on me claque la porte, etc., je suis persévérante en me disant on essaye, et à force de faire ça, tu sais, c'est une question de pourcentage. Quand tu te dis, je sais pas, allez, j'imagine un commercial, il essaye, il passe un coup de fil une fois, ça marche pas. Il passe un coup de fil à un autre prospect, deuxième fois, ça marche pas. Troisième fois, ça marche pas. Quatrième fois, ça marche pas. Et puis là, il baisse les bras. Dommage, parce que si ça se trouve, lui, son pourcentage de réussite, eh bien, c'est 20%. Dommage, ça veut dire que c'était le 5e appel sur lequel il allait réussir. Donc, tenter toujours, parce qu'à un moment, le commercial, c'est aussi une question de volume. Donc, faut y aller. On se prend une porte, 2 portes, 3 portes, 5 portes, 10 portes, 50 portes, c'est pas grave. À partir du moment où on a un peu d'expérience, on finit par connaître ses ratios. On sait qu'en moyenne, on réussira à vendre quelque chose, 6 fois sur 10. Ok, bon, ça veut dire que si les 4 premières fois on échoue, c'est pas grave. C'est les fois suivantes, on arrivera. Le ratio, on l'a. Quand le temps passe, enfin, toi et moi, on les connaît à peu près, nos ratios de réussite. Nos ratios de réussite, si on ne fait pas du volume, on n'en a pas conscience. On ne peut pas faire des statistiques sur « aujourd'hui, j'ai essayé d'appeler 3 clients ». Explique-moi les statistiques. Donc, c'est ça, c'est tenter, toujours. Excellent. Moi, dans ce cas-là, notamment en phoning, si ça passe pas, je passe en physique. Ouais. Mais Marc, franchement, entre nous, voilà. Alors, Marc, vous le voyez peut-être pas, mais Marc, il a, je sais pas exactement quel âge il a, mais il a pas 25 ans. Donc, ce qui veut dire qu'on est d'une génération où nous, le commercial, on le faisait beaucoup plus en présentiel qu'aujourd'hui. Eh ben moi, tu vois, ce qui m'interpelle, Marc, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu comme les vieilles fringues. Tu sais, les fringues des années 60, ou même les fringues fluo. Eh ben, figure-toi que cet été, apparemment, le fluo, c'est vachement à la mode. Ça revient. Donc, c'est un éternel recommencement. Eh ben, pour moi, sur le commercial, c'est pareil. Je te donne un exemple. Il y a pas plus loin que la semaine dernière, à un moment, j'entends frapper chez moi, je vais ouvrir. Et là, je me retrouve face à une petite minette qui me dit, voilà, je viens vous voir. Alors, je sais plus, c'était du démarchage. Si, je sais d'ailleurs. C'était sur la partie immobilier. Je dis ok, très bien. Et elle m'explique, voilà, je viens vous voir pour ça, je suis pas là pour vous embêter, mais voilà, par rapport à ça, je peux peut-être vous apporter telle info, tel truc. Mais tu sais quoi, d'avoir un être humain en face de moi, ça m'a fait vachement de bien. Et aujourd'hui, on voit des entreprises qui se différencient en faisant quoi? En revenant aux vieilles méthodes.
en refaisant de l'approche directe, en repassant des coups de fil et en revenant à des basiques qui pour nous n'étaient pas des basiques, c'était notre vie au quotidien. Mais aujourd'hui, on se dit, c'est quoi ce vieux truc ? Mais c'est un peu comme les vinyles, hein, t'as vu, ça revient à la mode. C'est ça, exactement. Tout à fait. Ok, Alexandra, écoute, c'était très riche, très dense. Je te remercie pour cet échange. On arrive à la fin de cette interview du podcast. Mais c'est pas tout à fait fini. On va finir en hommage au sport, justement. T'as une surprise ou des surprises pour moi. Allez, voilà. vas-y, je suis prête. C'est le top 5. 5 questions rafales comme ça où il faut répondre du tac au tac sans trop réfléchir. Est-ce que tu es prête ? Ok, vas-y, attends, je me concentre là. Je me mets en condition comme un sportif. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires. Ah, mais trop tard, c'est déjà dit, c'est celle d'Abraham Lincoln. Si vous avez une bonne idée mais que vous savez pas la vendre, franchement, vous n'êtes pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire. Ouais, là, je suis désolée, facile. Hein. Le livre, c'est Performer en vente aux éditions Vibert, écrit par Olivier Cussac, Olivier Guérin et Alexandra David-Ardit. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale. La confiance. Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups. Quel est l'impact de votre problématique aujourd'hui et qu'attendez-vous du produit idéal ? Une croyance limitante que tu as su briser. Sois fort. On n'a pas besoin d'être toujours fort, il faut accepter ses faiblesses et se reconstruire dessus. Très bon. Lié à l'éducation, ça, principalement. Tout à fait, transactionnel. Ok, Alexandra, est-ce que, avant de se dire au revoir, tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs ? Dans le bouquin, en fait, allez, je vous livre les coulisses. Chaque auteur, on avait la possibilité de faire témoigner 3 personnes. Okay. Donc moi, l'un de mes témoins, c'est vous l'avez vu, Mathias Roland. Ensuite, une personne qui elle accompagne plutôt justement sur la confiance en soi, la gestion du stress. Et puis j'ai fait témoigner 2 managers commerciaux qui sont alors dans un secteur, attention, c'est un secteur qui fait peur parfois au niveau commercial, le secteur des assurances. Et écoute, je les ai fait témoigner parce qu'au niveau commercial, je les trouve super intéressants là tous les 2. Et en plus, ils ont une approche dans la gestion de leurs commerciaux, parce que ce sont les associés du cabinet, mais ils ont une approche dans l'état d'esprit commercial, dans l'accompagnement de leurs collaborateurs que je trouve très intéressante parce que éloignée de la caricature que l'on a comme idée du commercial dans le secteur des assurances. Et rien que pour ça, je pense que c'est des gens qui ont des choses intéressantes à dire et qui peuvent venir briser les tabous que l'on a sur certains secteurs d'activité. Ok, je vais les contacter. Il s'agit de qui ? Il s'agit de monsieur et madame Bellico. Si on veut prendre contact avec toi, où on peut te retrouver ? Oui. Alors, si vous voulez prendre contact avec moi, écoutez, c'est bien simple. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et vous pouvez me retrouver également très facilement, et d'ailleurs, je vous incite à le faire, en allant visiter le site Adaris Conseil. Qu'est-ce que je peux te souhaiter commercialement pour ton futur ? Écoute, de continuer à avoir des clients aussi fidèles que sont mes clients aujourd'hui. Je te remercie, Alexandra. Je te remercie, Marc. À très bientôt. À très bientôt également, c'était un plaisir. Au revoir. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Mentalement fort, we'll be back.